Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors Jean-Yves, le programme est chargé. On va commencer avec une météo de l'information qui sera réalisée par vous et une météo de l'information qui sera sur la réinformation et pluraliste. Voilà. Pluraliste. Le rôle d'Immédiat en fin de compte, une revue de presse exhaustive. On continuera avec l'image de la semaine. L'image de la semaine, c'est bien sûr cette fête d'Halloween et vous verrez un président des États-Unis qui distribue des bonbons aux enfants. On en discutera juste après parce que c'est une fête commerciale mais qui a des origines bien plus traditionnelles que cela. Et puis pour le dossier du jour, on s'intéressera aux différentes crises qui traversent la France entre terrorisme et antisémitisme, sans oublier bien sûr les pastilles de l'information et puis le portrait piquant de cette semaine qui sera consacré à Jean-Michel Apathy en partenariat avec le Gym Immédiat numéro 465. C'est parti. Une fois n'est pas coutume, la météo de l'info est pluraliste. D'habitude, dans nos médias, les guerres, c'est simple. Il y a les bons et les méchants. Ainsi, il y a le dictateur Poutine et les vilains Russes d'un côté, les gentils Ukrainiens derrière l'immense président Zelensky de l'autre. Pour la guerre au Proche-Orient, c'est plus compliqué. Deux narrations entrent en conflit. Les uns insistent sur les atrocités des terroristes du Hamas. Les autres condamnent avec véhémence les bombardements de Tsahal causant des victimes civiles palestiniennes. Cela s'explique. La France comporte à la fois la première communauté juive et la première communauté musulmane d'Europe. Opinion, médias, hommes politiques subissent donc une double influence, qui est parfois une source d'hystérisation du débat. Nous allons essayer de faire le point dans ce décryptage difficile. Je vous le disais, l'image de la semaine, c'est un président qui distribue des bonbons. On regarde ça tout de suite. Bon, ces images sont assez drôles. Moi, ça me rappelle quand j'étais enfant, on m'expliquait qu'il fallait surtout pas approcher d'un vieux monsieur qui distribuait des bonbons. Et là, on voit le père Biden en pleine opération. Ça nous rappelle au passage que c'est quand même une fête commerciale venue des États-Unis et que c'est la force finalement de l'américanisation et de la propagande commerciale qui fait que nous avons cette fête qui s'est beaucoup développée en France et en Europe au cours des 25 à 30 dernières années. C'est même devenu une tradition à la Maison-Blanche, cette distribution des bonbons. Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire à nos médias et comment est-ce qu'ils commentent cette fête d'Halloween en France. Eh bien, c'est beaucoup la presse quotidienne régionale qui aura fait des titres visibles, avec notamment les sorties bons plans pour les enfants, où aller pour fêter Halloween, le guide des sorties effrayantes. Il y avait également une revue de presse spéciale sur les films d'horreur à regarder pour la nuit du 31 octobre. Les journaux qui ont fait leur petit classement des films les plus effrayants. Et puis, en troisième position, venait une revue de presse d'un autre ordre qui concernait les violences. Parce que la nuit d'Halloween est une nuit de fête, mais pas pour tous, parce que cela donne lieu parfois à des dégradations. Et on nous annonce que pour cette année 2023, les violences sont en légère baisse par rapport à l'an 2022. Et puis, si on progresse encore... Vous savez pourquoi elles sont en légère baisse ? Puisqu'on sort la statistique immédiatement après l'événement et on la compare à la statistique corrigée des années précédentes. Voilà, Qui, voilà, donc... alors, est-ce qu'il y a eu baisse ou pas
j'en sais rien, on va dire, mais intéressant de constater qu'il y a quand même des dégradations systématiques. On prend des chiffres immédiatement après l'événement et on les compare à des chiffres consolidés 8 ou 10 jours après un événement. Voilà. On en parlait déjà il y a 2 semaines dans le dernier immédiat, c'était sur le nombre d'actes antisémites, je crois, recensés dans les classes ou d'incidents à la laïcité, je crois, dans les classes. Voilà, qui avait beaucoup évolué. Minime et qui avait quasiment fait x2 le lendemain, une fois que la communication était passée sur le sujet. Alors toutefois, quand on continue sur les articles qui parlent d'Halloween, eh bien on a des articles un peu étranges du Parisien, par exemple, Halloween, magie, ballet, potions, plongée dans l'univers des nouvelles sorcières françaises. Ce sont les Wicca, un mouvement spirituel qui vient des États-Unis, là encore, mais qui pousse donc certaines de ses membres à fêter la Samin. Et là, on nous dit, c'est le grand mélange, que c'est une fête celte dans laquelle on honore les morts. Et puis, il y avait également un article de la presse quotidienne régionale de France 3 Régions pour la Moselle, le Grand Est et la Lorraine, qui parlait de Halloween qui avait grand remplacé la tradition de Rommelbotzen, la fête des betteraves grimaçantes, parce que oui, traditionnellement, en Europe, Jean-Yves, on ne taillait pas des citrouilles, mais on taillait des navets ou des betteraves selon les petits légumes de saison qu'on avait à cette époque, en chandelle et avec des visages grimaçants. Et donc c'est cette fameuse fête celte à l'origine d'Halloween, parce que quand on tape Halloween Samin, eh bien on a quand même certains articles qui nous expliquent de quoi il s'agit. Et vous allez sans doute nous faire un petit point plus précis, Jean-Yves. Bah oui, c'est une fête celte. Il y a d'ailleurs la fête de la Toussaint, qui est une fête celte christianisée, avec le fait qu'on honore, on continue d'ailleurs de le faire, honorer les morts à la Toussaint. Il y a encore beaucoup de monde qui se dirige vers les cimetières, peut-être moins qu'il y a 20 ans ou 30 ans, mais encore pas mal. La fête d'Halloween proprement dite, en fait, elle était surtout présente en Irlande et en Europe du Nord. Et elle a basculé, elle s'est transportée aux États-Unis au 19e siècle avec l'immigration irlandaise, avec l'immigration scandinave aux États-Unis. Et elle nous est revenue sous la forme commerciale qu'on connaît aujourd'hui, il y a 20 ou 30 ans, à travers les médias, à travers la publicité, à travers la télévision. C'est d'ailleurs intéressant de voir la puissance quand même de la propagande publicitaire, de la propagande télévisuelle, qui a finalement réimposé cette fête, sur lequel on peut penser qu'elle a des côtés un peu déplaisants ou d'autres plus sympathiques. Mais en tout cas, ça montre bien la puissance de la propagande publicitaire, de la propagande télévisuelle. Merci Jean-Yves pour ce point essentiel et de réinformation aussi. J'espère que vous en aurez appris un petit peu, chers téléspectateurs. Maintenant, place au dossier du jour. On commence ce dossier du jour avec ces étoiles de David bleu qui ont été découvertes sur la façade de nombreux bâtiments dans la capitale ainsi qu'en banlieue, mais aussi dans d'autres villes en France. Ce sont des étoiles de David qui ont été réalisées au pochoir. Elles sont en bleu, c'est important de le souligner. Évidemment, ces tags ont été directement mis dans la catégorie des actes antisémites. Éric Dupond-Moretti a d'ailleurs fait état de plus de 400 interpellations pour des actes antisémites. Est-ce qu'on peut avoir un premier éclairage, Jean-Yves, sur ces tags ? Alors, ce qui est très frappant sur ces tags, c'est qu'ils ont servi, ils ont été énormément commentés, ils ont beaucoup servi de fond d'écran aux télévisions quand ils évoquaient des actes antisémites. Toute la difficulté de ce genre de commentaires, c'est de parler d'actes dont on ne connaît pas les auteurs. On présume des intentions antisémites, mais on ne connaît pas les auteurs. Et en fait, les auteurs, depuis, on les a trouvés, la police les a trouvés. Il s'agit de Moldaves en situation irrégulière, on n'en sort décidément jamais d'irrégularité, dont on ne connaît pas les motivations, dont on sait qu'ils ont eu un commanditaire qui les a payés pour faire cela, mais pour le moment, on n'est pas remonté jusqu'au commanditaire, ou en tout cas, on ne le connaît pas, ou on n'a pas fait connaître qui il était. Donc, comme toujours dans ce type d'affaires, il y a une surréaction sur des événements qu'on ne connaît pas. On a eu des événements comparables, par exemple des
des attaques ou des tags sur des mosquées dont l'auteur était parfois l'imam qui voulait expliquer qu'il y avait des persécutions anti-musulmanes. Donc, et on avait réagi en disant c'est de l'islamophobie. Là, il y a eu la réaction, c'est de l'antisémitisme. Mais en fait, on n'en sait rien. Jean-Yves, il y a eu des tags sur des ponts. Traditionnellement, les tags sur les ponts sont faits pour être vus et donc plutôt pour être à la gloire du symbole tagué. Voilà, alors on n'en sait pas plus encore au moment où nous parlons, mais ce qu'on sait, c'est que tous ceux qui en ont parlé jusque-là en ont parlé sans avoir les événements, comme c'est souvent le cas. C'est ce qu'on appelle un emballement médiatique. On commande quelque chose qu'on ne connaît pas. À l'instar d'ailleurs d'Elisabeth Borne, que je vous propose d'écouter dès maintenant. Depuis les attaques terroristes du 7 octobre contre Israël, les manifestations de haine se sont intensifiées. Plus de 850 incidents ont eu lieu et près de 6000 signalements en ligne ont été réalisés. Ces derniers jours, à Saint-Ouen, à Paris, au Petit-Quevilly, les habitants ont découvert des tags antisémites sur les murs de leur ville, des étoiles de David ou des croix gammées comme une évocation glaçante du passé. Au nom du gouvernement, je condamne avec une fermeté absolue ces agissements ignobles. En termes d'agissements un peu étonnants, je vous propose d'écouter cette vidéo qui a été faite dans le métro et vous verrez que cela donne un petit aperçu des auteurs de ces actes antisémites. Nique les juifs et nique la mère! Nique les juifs et nique la mère! Vive la Palestine, ouais ouais! Vive la Palestine, ouais ouais! Nique les juifs et les grands-mères! Nique les juifs et les grands-mères! On est des nazis, on est fiers! Il y a incontestablement, indépendamment de cette affaire d'étoiles de David bleu, de tags bleus, dont l'origine est incertaine, va-t-on dire, il y a effectivement un certain nombre d'incidents ou de déclarations ou de propos antisémites. Mais les médias se gardent bien, le plus souvent, de dire d'où ils viennent. Cette vidéo, elle montre, elle illustre le fait que ce sont les populations issues de l'immigration qui sont assez excitées, au fond, dans cette affaire. En novlangue, on dirait des jeunes et qu'on reconnaît assez aisément en fait qu'ils ont la capuche sur la tête et qu'ils se déplacent essentiellement en bande. Alors toujours est-il que BFM TV a fait une soirée spéciale le 31 octobre sur l'antisémitisme et le retour de la haine des Juifs. Ils ont notamment réussi à interroger Madame Goldenberger, qui est une survivante de la Shoah, et je vous propose d'écouter son intervention parce que le journaliste lui pose quand même une fois la question, mais qui est derrière cet antisémitisme? Le problème, c'est qu'on se heurte à une masse de personnes parfaitement ignorantes, parfaitement manipulées. Par qui? Et manipulées par qui? Par quoi? Écoutez, une grande partie sont manipulées par les mouvements islamistes rigoristes de tout poil. Ça s'est prouvé. Jean-Yves, pour cette dame, les choses sont très claires. On a également Arnaud Klarsfeld qui s'exprimait sur CNews et qui a déclaré c'est un antisémitisme qui vient essentiellement d'une partie de la population musulmane. On a également Amine El Badi qui a parlé de la montée de l'antisémitisme en France qui avait été emportée en même temps que la société française avait fermé les yeux sur l'installation de l'islam politique. Et puis, pour ne pas le citer, on a également Éric Zemmour qui avait dit que les Français n'étaient pas antisémites et que l'antisémitisme venait des banlieues islamisées de culture arabo-musulmane. C'est un discours qui est un peu nouveau, ça, dans les médias. C'est un discours tout à fait nouveau. Le fait qu'on dise qui est derrière cet antisémitisme, à savoir essentiellement des populations issues d'immigration arabo-musulmane, on va dire, c'est effectivement tout nouveau parce que c'était occulté, c'était nié. Et l'islamisation de la France a longtemps été nié. Et même, il était interdit d'en parler. Jusque dans les années
2000-2010, 2015 même, il était très difficile d'en parler. Maintenant, effectivement, on peut commencer à dire, bah oui, il y a un nouvel antisémitisme en France, et cet nouvel antisémitisme, il vient des banlieues arabo-musulmanes. Et ça va quand même très loin, cette notion de l'antisémitisme, parce qu'on a par exemple le plateau de C'est ce soir, qui a invité une dame qui est juive et qui dit qu'elle a vu son premier psy à 5 ans, qu'elle avait peur que Hitler revienne, que quand elle entendait des bruits de pas dans les escaliers, elle se disait que c'était la Gestapo. C'est vraiment le conflit finalement du Proche-Orient, comme dit Olivier Faure, qui s'est importé chez nous. Et Olivier Faure qui dit que les actes antisémites se multiplient, que l'assimilation entre musulmans et terroristes aussi, que c'est insupportable, naturellement. C'est le premier secrétaire du Parti socialiste. Et il dit que les Français juifs et les Français musulmans ne sont ni des soldats de Tsahal ni du Hamas. Ça, c'est très intéressant. Et je vous propose même, Jean-Yves, de mettre ça en parallèle avec un des tweets d'Éric Zemmour au début de ce conflit. Aujourd'hui, ce qui se passe en Israël dépasse le sort des Juifs, des Israéliens et même des Français. Le combat d'Israël est celui de notre civilisation. En tout cas, ça s'agite beaucoup, même au sein de l'AFP, figurez-vous, Jean-Yves. L'AFP qui a connu de nombreux débats au sein de sa rédaction, qui est accusé d'avoir proscrit le terme terroriste pour qualifier le Hamas. Le Figaro a même fait un article sur la question en rappelant qu'il avait fallu 3 jours à l'agence France-Presse pour faire mention des images des exactions qui avaient été commises par le Hamas le 7 octobre dernier, qui avaient pourtant été filmées par les terroristes eux-mêmes. Le Figaro, lui, qui emploie le terme. L'agence France-Presse s'est même justifiée en disant que c'était une disposition de longue date à l'agence, que c'était comme d'autres grandes agences de presse internationales, que même s'il y a débat sur l'utilisation de ce mot et que ce débat a ressurgi lors de l'attaque du Hamas en Israël, que c'était une règle qui existait déjà, que d'ailleurs il ne nommait pas comme terroristes d'autres groupes comme l'ETA, les Tigres de la Libération, les FARC, l'IRA, Al-Qaïda, les Brigades Rouges, la bande Abadr et Action Directe. Et ils disent que c'est une règle qu'ils ont fermement appliquée, même quand certains de leurs collègues de l'AFP avaient été tués dans de telles circonstances. Et il conclut en disant que ce mot terroriste est extrêmement politisé et sensible et que leur devoir est de rapporter des faits sans crainte et sans esprit partisan et qu'ils poursuivent cette mission chaque jour et partout. Tralalala. On a quand même Mohamed Sifaoui qui rappelle que l'AFP avait déjà utilisé par le passé le terme de terroriste pour des groupes ou des membres de groupes islamistes comme le GIA algérien, Boko Haram ou Al-Qaïda, pour ne citer que. Et en effet, il parle bien donc de l'organisation terroriste dont Oussama Ben Laden était à la tête. Le tweet a été retrouvé. Et il parle bien du groupe terroriste de Boko Haram. Donc voilà, on a une utilisation de ce terme qui est à géométrie variable. Et il y a également Jean-Claude Brizard, qui est le président du Centre d'analyse du terrorisme et qui est également enseignant à Sciences Po Strasbourg, qui précise que ces groupes terroristes sont qualifiés au mépris des propres règles de l'AFP selon les moments, selon les accointances. Alors là, l'AFP est très précautionneuse. Et mise en difficulté aussi. Et mise en difficulté quand même. Alors, il y a une raison aussi à ça. Il y a sans doute une rédaction assez à gauche, assez décolonialiste, pourrait-on dire, donc qui a tendance quand même à ménager le Hamas. Et puis, il y a les clients de l'AFP. L'AFP, elle vend ses services à 160 pays, dont beaucoup ont peut-être de la sympathie pour la cause palestinienne, voire pour le Hamas. Donc il y a aussi, il y a à la fois une prudence idéologique et une prudence commerciale. Alors, dans la prudence idéologique, ou dans la prudence, là il la joue très rigoureux, on ne qualifie pas, on n'emploie pas des mots que les gens n'utilisent pas pour se définir eux-mêmes. On aimerait que dans d'autres domaines, l'AFP pratique de la même façon, parce qu'ils utilisent
utilisent le terme extrême droite, extrême droite, extrême droite, extrême droite, sans aucun discernement. Alors c'est vrai que le terme extrême droite, c'est moins grave que le terme terroriste, j'entends bien. Mais quand même, si on dit on fait attention dans les qualifications, alors il faudrait faire attention dans toutes les qualifications. Mais c'est peut-être en demander beaucoup à l'AFP. Oui, on est passé de extrême droite complotiste à maintenant l'insulte suprême antisémite. Et d'ailleurs, figurez-vous que le présentateur de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, a affirmé que le boycott de son émission était un acte antisémite. Et ça, c'est une déclaration très intéressante. On a d'ailleurs un article du Média, le Média, qui est un média plutôt à gauche, qui parle de l'effondrement des audiences de TPMP, qui avait perdu 600 000 téléspectateurs, ce qui n'est quand même pas rien, et qui titre de la façon suivante: le pro-israélien Cyril Hanouna est dans la tourmente. Et il rappelle effectivement que le 18 octobre dernier, les téléspectateurs avaient pu être témoins de l'interdiction faite aux chroniqueurs de discuter de l'affaire Benzema. Vous savez, on en avait parlé dans Immédiat. C'est donc ce joueur de foot binational qui avait exprimé son soutien aux femmes et aux enfants de Palestine sur les réseaux sociaux. Et donc cette prise de position avait été interprétée comme un soutien au Hamas et aux frères musulmans. D'ailleurs, Valérie Boyer avait demandé sa déchéance de nationalité et le retrait de son ballon d'or. Il y a eu un dérapage également de la part de Guillaume Meurice sur le dérapage, c'est du vocabulaire politiquement correct, Florian. Exactement, mais je vous propose d'écouter quand même, vous verrez. Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Alors, il fait pas peur. Meurice, c'est toujours un peu pareil, quoi. C'est la réduction à Hitlerum en permanence. Donc, là, il applique sa recette, il fait de la réduction à Hitlerum. Sauf qu'il a fait à Netanyahou. Et donc là, ça passe un peu moins bien, quoi, parce que ça passe même très mal. Ça passe même très mal. Bon, c'est toujours un peu la même forme d'humour. Alors il faut reconnaître, on va donner un bon point à la radio de service public, c'est qu'avant on l'avait tous les jours avec Charline Vanhoenacker et que maintenant ils l'ont relégué au dimanche. Le dimanche soir. Donc c'est dans l'émission Grand Dimanche soir avec du public. Un petit bonus. Bon, avec le public, ça permet au public de ricaner aux blagues plus ou moins drôles de cet humoriste. Voilà. Et accompagné par Charline Vanhoenacker quand même, ne l'oublions pas. Une femme rabbin de France a déclaré, entre autres, qu'elle serait en faveur de circoncire le temps d'antenne de Guillaume Meurice, prépuce ou pas. Bon alors... C'est une réponse aussi élégante que l'humour de Guillaume Meurice. Oui, mais il a déjà été circoncis, si j'ose dire, son temps d'antenne, puisqu'il est passé de tous les jours à uniquement le dimanche. Voilà. C'est une première étape. Voilà. La circoncision qui rentre dans le vocabulaire. Alors évidemment, il y a eu des excuses de la part de Sybille Veil, qui est la présidente de Radio France, qui s'est associée à Adèle Vendresse, qui est la directrice, elle, de France Inter, et qui a rappelé que ses équipes s'efforçaient de couvrir l'actualité dramatique de manière responsable, même si Guillaume Meurice a fait cette tentative d'humour qui est très très mal passée. Une femme entièrement voilée, Jean-Yves. Bâchée, une femme bâchée, Floriane. La toile de tente intégrale, en tout cas, a menacé de se faire exploser dans une gare parisienne. Ça s'est passé à Bibliothèque François Mitterrand, à Paris. Voilà la revue de presse, de la façon dont les médias ont traité cette affaire. Une femme profère des menaces d'attentat. Le Parisien. La police ouvre le feu sur une femme intégralement voilée, ça c'est Le Figaro. BFM, une femme menaçante faisant l'apologie du terrorisme. France Info, une femme menaçante faisant l'apologie du terrorisme. Actu.fr, une femme faisant l'apologie du terrorisme à la gare BNF du RERC à Paris. Finalement, il n'y a que Le Figaro qui précise dans le titre qu'elle est intégralement voilée. Or, c'est factuel et c'est parlant. Et c'est précisément parce que c'est factuel et c'est parlant que les autres l'occultent. L'occulte, tout à fait. C'est tout à fait contraire. C'est tout à fait contraire à une règle journalistique normale. Où une règle journalistique normale, on met en évidence ceux qui parlent.
ce qui se voit. Là, on occulte. Alors, Le Monde nous indique que cette femme a été gravement blessée par balle au niveau du ventre par la police, elle s'est levée à un moment et donc les policiers ont tiré à 8 reprises quand même. Ce serait bien qu'ils aillent un peu plus au centre de tir, on pourrait dire, parce que 8 balles pour arrêter une femme. Et évidemment, après vérification, ils ont pu voir qu'elle n'avait ni explosif ni arme sur elle. Enfin, elle menaçait quand même d'explosion. C'est intéressant cette formule, Jean-Yves, parce que sans vérification... Le journaliste, il parle après, comme le juge d'ailleurs. Il voit après ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Mais celui qui est dans l'action, il doit décider avant qu'il ne soit trop tard. Donc, les policiers ont pensé qu'il y avait un risque et ils ont pris les mesures, peut-être pas très labiles, mais enfin, ils ont pris des mesures qui permettaient d'éliminer le risque. Voilà. Notamment, la gare avait été entièrement évacuée. C'est dire si cette femme était quand même inquiétante. Place à la pastille suivante. Vous avez sans doute entendu parler, si vous êtes un utilisateur de X, l'ancien Twitter, du hashtag #NoTwitterDay. Une tribune avait été lancée dans Le Monde par un collectif. Nous appelons les utilisateurs de X, ex-Twitter, à engager le 27 octobre une grève du tweet, un #NoTwitterDay. Alors le collectif, bien sûr, il a été lancé par Tristan Mendès France, Julien Pain, Rudi Reichstadt, donc des spécialistes de la lutte contre la désinformation. C'est marrant, on les retrouvait aussi dans l'affaire des fonds Marianne. Oui, absolument. Et puis alors, c'est surtout les grands spécialistes de la désinformation qui ont totalement désinformé au moment de l'affaire du Covid. Notamment. De manière absolument massive. Donc voilà, la décence serait qu'ils se taisent. Avec Julien Pain qui avait fait un demi-mea culpa d'ailleurs sur le sujet. Oui, Julien Pain a fait un demi-mea culpa, c'est vrai. C'est toujours, le mal était fait. Le mal était fait. Mal déjà fait, voilà. Alors, Le Parisien avait repris l'information, comme de nombreux médias dans la presse. Rudi Reichstadt avait été reçu sur France Inter, carrément, pour parler de cette journée du vendredi 27 octobre, qui était en fait l'anniversaire de rachat par Elon Musk de Twitter, qui est devenu X, donc depuis, vous l'aurez compris. Rudi Reichstadt qui tweet « N'oublions pas que c'est nous qui faisons la richesse de Twitter. Il n'y a pas de fatalité à ce que cette plateforme se transforme en l'égout qu'il est en train de devenir. » Vendredi 27 octobre, ce sera donc #NoTwitterDay. Les utilisateurs, le vendredi 27 octobre, ont répondu à son hashtag. Il n'est pas très élégant, Jean-Yves, mais on va quand même en faire part aux téléspectateurs par souci d'information. C'était le hashtag Rudy Kiss My Ass. Voilà. Alors, pour les non-anglophones, je vais quand même traduire. C'est Rudy embrasse mes fesses. Voilà. Bon, c'est très à l'américaine, c'est pas très élégant. Oui. Jean-Yves, peut-être un commentaire sur... Oui, kiss. Ouais. Pas très élégant, pas très élégant. Pas très élégant. Un commentaire, en tout cas, sur ces déclarations de Rudi Reichstadt. C'est l'intolérance. C'est-à-dire que le débat, c'est l'expression d'opinions différentes, contradictoires, dont certaines peuvent être parfaitement fausses, c'est vrai. Mais comment distinguer le vrai du faux, si ce n'est par la confrontation des points de vue. Et ça, c'est ce que ne tolère pas la gauche, l'extrême gauche, l'extrêmement politiquement correct. Il y a un point de vue qui est la vérité, qui est celui de M. Rudi Reichstadt. On voit la vérité d'ailleurs qu'ils avaient répondu au moment du Covid. Et il fallait débattre à l'époque, comme il faut débattre sur la guerre russo-ukrainienne, ou comme il faut débattre du conflit qui a lieu aujourd'hui au Moyen-Orient. Voilà. Mais ces gens-là, ils ont une vérité et le reste, c'est les goûts. Les goûts. Vous n'avez pas mes idées, c'est les goûts. Voilà. Les goûts, c'est élégant également. On est passé de « il est interdit d'interdire » de mai 68 à la censure chez ces gens-là. Toutefois, il y a une tendance un peu inverse aussi du côté du gouvernement. Ce serait Gérald Darmanin qui voudrait casser le chiffrement de WhatsApp. Ah bah c'est pas l'inverse. Oui, c'est la société de surveillance qui continue, exactement. Il a déclaré, Gérald Darmanin, qu'ils sont bien embêtés parce qu'en fait, hier, les écoutes téléphoniques, elles permettaient de renseigner sur la grande criminalité, sur le terrorisme, également sur certains États, etc., avec les écoutes téléphoniques. Et aujourd'hui,
en fait, les gens passent par Telegram, par WhatsApp ou par Facebook et que ce sont des messageries cryptées. Alors Gérald Darmanin, il aimerait bien qu'on puisse dire Monsieur WhatsApp, Monsieur Telegram, s'il vous plaît, Monsieur X va peut-être passer à l'acte, donnez-moi ces conversations. Heureusement, Jean-Yves, il y a quand même un article dans la presse qui est paru, dans Le Monde, reconnaissons-leur ceci, « Casser le chiffrement des messageries est un serpent de mer politique inapplicable ». Oui, il y a des écoutes téléphoniques, quand même, qui étaient dans le système traditionnel autorisées de manière judiciaire et donc qui étaient très limitées. Avec les technologies nouvelles, à partir du moment où on casse en quelque sorte, on a une porte dérobée, on peut absolument tout piller, voir, tout piller. Et donc entrer dans une société de surveillance généralisée. Ouais, ce serait un peu la France du browser qui est c'est le rêvé rêve, par Gérald Darmanin. le rêve chinois, mais qui s'étend. Arrive doucement. Qui arrive. Que ce soit en Ukraine ou en Israël, nous allons pouvoir constater que la France est globalement hors jeu. En effet, Emmanuel Macron s'est déplacé en Israël. C'était un déplacement qui était attendu. Il a été accueilli par le chef du protocole israélien et pas du tout par le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Et ça, la presse n'en a quasiment pas parlé. L'envoyé spécial d'Europe 1 signale qu'il y a un certain froid, je cite, à cause de nombreux désaccords entre les deux hommes et que c'est donc pour cela qu'il aurait été humilié de la sorte. D'ailleurs, la presse, quand elle parle du déplacement d'Emmanuel Macron, parle de sa proposition à Benyamin Netanyahou pour que la coalition contre l'État islamique puisse lutter aussi contre le Hamas. Et Le Monde encore qui parle d'une visite tardive et du défi d'un rééquilibrage diplomatique. Le rééquilibrage diplomatique, visiblement, Benyamin Netanyahou s'en est chargé. Le problème du rééquilibrage diplomatique, c'est qu'il est plus crédible nulle part, quoi. Voilà. Oui. Macron humilie, il faut quand même que les Français se rendent compte de ça, Macron humilie la France partout, sur toute la scène internationale. Il ne faut pas s'en rappeler, Jean-Yves, la fameuse table gigantesque. Heureusement qu'on n'a pas une table aussi grande ici. Oui, naturellement. Nous parlons face à face, mais quand il avait été reçu par Vladimir Poutine, il y avait cette fameuse table gigantesque qui les séparait. Et d'ailleurs, en Ukraine, même si Volodymyr Zelensky a été reçu en France, nous ne comptons pas beaucoup plus. Alors d'ailleurs, le Télégramme a produit cet article « En Ukraine, la crainte glaçante que la guerre russe ne soit oubliée ». On a Le Monde qui, enfin, et ça va vous intéresser Jean-Yves, je pense, qui titre « Pourquoi la contre-offensive de l'Ukraine est en échec ?» C'est un article du 26 octobre dernier, c'était attendu. Alors, c'est assez intéressant de voir cela, puisque vous vous souvenez qu'au printemps, pendant l'été, les médias ont énormément communiqué, repris la communication ukrainienne sur la contre-offensive ukrainienne qui devait aller jusqu'en Crimée, ce qui est quand même quelque chose de très fort, ambitieux, on va dire. Voilà. On a été pendant des mois sous ce discours. Il s'avère que la contre-offensive ukrainienne a fait long feu, dans l'état actuel des choses en tout cas, et que la presse américaine le reconnaît depuis déjà maintenant 1 à 2 mois. Et évidemment, la presse française, avec croque-tard, finit par le dire, et on a donc cet article du Monde qui reprend cette réalité jusqu'ici occultée. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a eu un article de France Info, un peu comme un écho pour cet article du Télégramme, qui craint que cette guerre soit oubliée, qui nous rappelle que dans la guerre en Ukraine, la Russie a bombardé 118 localités en 24 heures, un niveau que Kiev déclare jamais atteint depuis le début de l'année. Et on nous signale par France Info que ces frappes ont fait au moins 2 morts dans le nord-est et dans le sud du pays, selon des responsables locaux. Là aussi, Jean-Yves, c'est assez intéressant, au moins 2 morts. C'est comme un effet d'annonce, 118 localités en 24 heures, un niveau jamais atteint, au moins 2 morts. Oui, bon. Ça voudrait dire que les cibles ont été techniquement
bien choisi. On fait, si c'est le cas, deux morts, ce qui est tout à fait triste, mais qui est peu en termes de dommages dits collatéraux. Je vous propose maintenant, chers téléspectateurs, d'écouter une petite séquence qui a eu lieu sur RMC. C'est très intéressant, vous allez voir. Mehdi, est-ce que ça vous inquiète ou pas ? Oh non, pas du tout, parce qu'on va s'occuper d'elle comme on s'est occupé de son père. Son père a oublié il a fait la même erreur que son père, c'est qu'elle oublie. Bon, son père, il y avait quoi ? Il y avait 6 millions de musulmans. Quand il s'en est pris à eux, ils l'ont dégagé. Là, il y a 10 millions de musulmans. Moi, je dis on, mais je suis athée, mais ma famille musulmane, je les soutiens, donc je vais dire on va la dégager. Parce qu'aujourd'hui, Morad, tu vois, il y a 10 millions de musulmans, faut compter à peu près 7 pour une carte d'identité. Moi, je milite dans les cités. Ma famille, ils vont voter Mélenchon et ils vont voter pour un homme qui a toujours défendu les musulmans. Oui, alors, dans les choses intéressantes qu'il dit, il dit, moi, je suis athée, mais je suis musulman. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une définition, en quelque sorte, ethnique et culturelle du musulman, indépendamment même de la pratique religieuse. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis, il explique qu'on a le nombre et on va utiliser le nombre. Oui, c'est d'ailleurs le raisonnement que fait Mélenchon. Hein. Bien sûr. Voilà. Alors après, il dit on va s'occuper d'elle, ce qui est quand même un vocabulaire, une terminologie, qui aurait pu amener, comment on dit, une maîtrise de l'antenne de la part de. Il n'y a aucune reprise de la part des présentateurs. Donc, des grandes gueules. On laisse filer parce que bon, là, on peut y aller quand même. C'est RMC. La chasse au Mélenchon est ouverte, chers téléspectateurs. L'Express a titré un de ses dossiers Mélenchon, le désastre, avec un article La fin présidentielle qui justifie tous les moyens. Là, on comprend qu'on nous parle de Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs un peu en écho à cet auditeur de RMC qui s'exprimait. On parle de Jean-Luc Mélenchon qui drague les banlieues arabo-musulmanes. On a également le député Carl Olive qui a déclaré que Jean-Luc Mélenchon devrait être fiché S. Là, c'est une attaque un peu musclée également. Le Point qui publie un article, la nauséeuse rhétorique antisémite de la France insoumise. Tout est permis contre la France insoumise en ce moment. Mais alors, je pense que la France insoumise, enfin Mélenchon, il applique la stratégie électorale qu'a réussi aux États-Unis, aux démocrates américains, qui a réussi à faire élire Biden. Quelle est cette stratégie électorale ? C'est de constater que certaines minorités aux États-Unis, la minorité noire, votent massivement dans le camp démocrate. Et donc ça crée une inégalité, puisque vous avez une communauté, la communauté noire, qui va voter à 90% pour le Biden, les démocrates, et une communauté, la communauté blanche, qui va, elle, se partager. Donc la minorité noire pèse plus lourd parce qu'elle ne se partage pas. Le problème, c'est la participation au vote. La participation des Noirs aux élections américaines était assez faible, et donc il y a eu toute une série de campagnes, de modifications de règles d'inscription sur les listes électorales, de vote, qui a fait que beaucoup de Noirs, d'Afro-Américains ont voté démocrates et ont permis l'élection de Biden. Et bien Mélenchon fait exactement le même raisonnement. Il constate que les arabo-musulmans votent massivement pour lui, à 80%, voire davantage, et ce qu'il veut, c'est que le pourcentage de ceux qui votent augmente, puisque c'est un vote qui lui est acquis, mais tous ne se déplacent pas. Et donc, tout ce qu'il fait actuellement, c'est de la mobilisation de son électorat. Alors les autres disent mais c'est très mal tout ce qu'il fait, c'est hors du champ républicain, patati patala. Bah oui, mais sauf que lui, il constate qu'il a maintenant un électorat important. Et la question qui mériterait d'être posée, parce que tous les gens qui disent c'est très mal ce qu'il dit, etc., devraient se demander pourquoi ils ont contribué par une politique folle d'immigration à faire venir cet électorat-là en France. Voilà. Et je pense que beaucoup de gens qui sont choqués par ce que dit Mélenchon devraient d'abord être choqués par les politiques qu'ils ont soutenues
au cours des 10, 20 ou 30 dernières années. Voilà. Il y a un moment où il faudrait peut-être faire un peu d'autocritique, voire de repentance. Voire du mea culpa, oui. Voire de mea culpa. Et le fait qu'il soit fiché S, Jean-Yves, ça vous évoque quelque chose ou ce serait bon, enfin, c'est quand même... Bon, alors après, c'est quand même un parlementaire. Hein. Bon, alors on peut ne pas être d'accord avec lui, mais... oui, c'est un effet d'annonce. Ce Carl Olive est un bavard. Bon, on fiche plus facilement les gens de droite, d'ailleurs. Oui, d'habitude, oui. Emmanuel Macron a inauguré la Cité internationale de la langue française dans l'Aisne. Et je vous propose de réécouter certains de ses propos, justement, sur cette langue française. C'est pour cela aussi qu'il faut permettre à cette langue de vivre, de s'inspirer des autres, de voler des mots, y compris à l'autre bout du monde, et j'y reviendrai tout à l'heure, de continuer à inventer, mais d'en garder aussi les fondements, les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe, et de ne pas céder aux airs du temps. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre lisible. Bon, on peut être d'accord avec lui, là, contre l'écriture inclusive. Ouais, c'est un beau discours, d'ailleurs. Alors après... Le masculin fait le neutre, c'est une formule assez habile, hein. Oui, mais c'est vrai. Ça porte sur le féminin. Oui, mais c'est une nouvelle formulation. C'est assez vrai, c'est assez vrai. Oui. Alors, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas le neutre en français. Oui. Comme il y a dans d'autres langues. Ça existe, bien sûr, le der, die, des, voilà. Alors, il faut noter, Jean-Yves, qu'il y a une proposition de loi en ce moment pour l'interdiction de l'écriture inclusive et qui est à l'ordre du jour au Sénat actuellement. Hein. Oui. Donc, c'est pas tout à fait désintéressé non plus de la part d'Emmanuel Macron. Non, il y a toujours... c'est l'agenda politique. L'agenda politique, absolument. Jean-Yves, on conclut cette émission non pas sur un coup de chapeau, mais un coup de pub. Un coup de pub, ouais. Un coup de pub, on assume absolument. Voilà, Paul Emiat organise son forum de la dissidence, le 9e, le samedi 18 novembre. Il sera consacré à un sujet politique très important, le gouvernement des juges. Gouvernement des juges, quel bilan, quelles conséquences. Ce sera un colloque assez technique avec beaucoup de juristes, de professeurs de droit et d'avocats principalement. Mais c'est un sujet qui gouverne. Nous, on a un peu la réponse. C'est un peu les médias, c'est un peu les juges aussi. Bon, voilà. Et donc, ce colloque sera consacré au gouvernement des juges le 18 novembre. On peut s'inscrire sur le site Paul Emiat. Bien sûr. Alors, les téléspectateurs pourront retrouver le lien dans le descriptif de cette vidéo sur YouTube. Mais ça, vous en avez l'habitude. Il suffit juste de cliquer et vous pourrez vous inscrire pour assister à ce colloque. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition d'Immédiat. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez également laisser un commentaire juste en dessous. Et puis partager l'émission, c'est excellent pour l'algorithme. Je vous le répète chaque semaine parce que vous n'êtes en moyenne qu'un dixième à faire ce pouce en l'air. Et j'aimerais vous demander de faire cet effort supplémentaire qui est agaçant à entendre. Vous me le dites parfois, mais malgré tout, le dire, c'est aussi vous engager à le faire. Jean-Yves, on se retrouve la semaine prochaine, mais avant, portrait piquant. Portrait piquant, Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy. Voilà. Celui qui avait dit qu'il raserait éventuellement le château de Versailles. Oui. Hein. S'il était élu président de la République. Voilà. On ne lui souhaite pas. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine et à très vite sur TV Liberté. Aujourd'hui, faisons un tour dans le sud-ouest avec Jean-Michel Apathy, l'homme qui n'aime pas les Français qui puent un peu des pieds. Nous reviendrons sur l'expression. Jean-Michel Apathy est né en 1958 dans les Pyrénées-Atlantiques. Après avoir quitté l'école à 14 ans, travaillé dans l'épicerie de ses parents, puis comme garçon de café ou vendeur de coiffure, il reprend ses études et entre à 24 ans à la faculté de droit de Pau. Volontiers iconoclaste, il réclame en 2016 de raser le château de Versailles. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Début 2022, il interpelle violemment les électeurs d'Éric Zemmour. Je cite, « Vraiment français de chez les Français qui puent un peu les pieds ».
provoquant de nombreux sarcasmes. Il est diplômé de l'IUT de journalisme de Bordeaux et titulaire d'une maîtrise de droit public. Arrivé à Paris en 1986, il entre à l'hebdomadaire Politis, se revendiquant de l'extrême gauche écologiste. Il commence à piger à Libération et au Journal du Dimanche. Puis il enchaîne les rédactions. Le Parisien, l'Express, Le Monde. Il débute sa carrière radiophonique en 1999 à France Inter en tant que journaliste politique. En 2003, il rejoint RTL pour y animer l'entretien politique du matin où il se distingue par sa capacité à pousser ses interlocuteurs dans leur retranchement. Sa carrière est lancée. Se succèdent le grand jury RTL-LCI, France 3, puis le grand journal de Canal+. À la rentrée de septembre 2008, il devient chef du service politique de RTL et collabore avec l'hebdomadaire Gala quand il commente le roman photo de la campagne des présidentielles. En 2015, RTL lui retire son entretien politique et il annonce son retrait à la fois de Canal+ et de RTL et son transfert à Europe 1. La greffe ne prendra pas et il rejoint en 2016 France Info, la nouvelle chaîne d'information continue du service public audiovisuel. Au même moment, il remplace sur France 5 Aymeric Caron dans l'émission C'est l'Hebdo. Revenu un moment sur Europe et sur LCI, il rejoint en mai 2023 Quotidien de Yann Barthès. Son accent rugueux et sympathique fait parfois oublier les engagements de celui qui a été membre du Parti socialiste, tendance Michel Rocard. Il se définit comme un homme qui a été de gauche et qui n'a jamais été de droite. C'est le 5 février 2022, sur le plateau de LCI, que l'éditorialiste a déclaré que les Français qui votaient Zemmour étaient vraiment, je cite de nouveau, vraiment français de chez les Français qui puent un peu les pieds, on reste entre nous, fin de citation. Certains ont pu souligner le mépris qui transpire sans mauvais jeu de mots, de ce commentaire, mépris qui n'est pas sans rappeler les 100 dents de François Hollande. Oh, il est vrai qu'un peu plus tôt sur France 5, le 5 octobre 2019, Jean-Michel Apathy avait déclaré, sans rire, je cite, « Il faut priver le délinquant Zemmour de parole comme Dieudonné », fin de citation. Comme l'a commenté dans Causeur en février 2002 Philippe Bilger, je cite, « Il y a des coups de pied qui puent, au cul qui se perdent ». Ce sera le mot de la fin.